Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, bonjour. J'aimerais que l'on passe à huis clos partiel pendant quelques instants puisque j'ai une décision orale. Merci beaucoup, Monsieur Demerjian. J'ai quelques questions afin de clarifier certaines des réponses données hier à huis clos partiel et tout de suite après, nous arriverons à la période concernée. J'ai une suggestion, notamment pour mes confrères, car il avait fallu hier arrêter à plusieurs reprises pour clarifier la transcription. Notamment parce que le français suit toujours quelques instants après. Je voudrais simplement dire que nous suivons tout ceci et s'il y a des mentions inaudibles, nous ferons de notre mieux pour clarifier nous-mêmes les choses. Il n'est donc pas nécessaire d'interrompre l'interrogatoire. Président, bonjour. Monsieur le témoin. Morning. Le président, bonjour. Nous allons poursuivre l'interrogatoire de la part de l'accusation. Je vous invite, comme cela a été le cas les jours précédents, je vous invite à parler lentement et clairement, mais je me dois de le répéter en début de journée. Et je donne la parole maintenant au bureau du procureur qui va poursuivre l'interrogatoire. Merci. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le procureur. Alors, avant de rentrer dans la période de 2010-2011, j'ai quelques questions à vous poser, clarifier certaines réponses que vous nous avez données hier. Pour cette raison, nous devons aller en session privée, puisque les réponses auxquelles j'aimerais des clarifications avaient été données à la fin de la journée. Let's go to private session shortly. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. Au mois de septembre, Placier
À cette époque-là, donc on se replace toujours à septembre 2010, quelles étaient les relations entre le GPP et le ministre de la Défense? À cette époque-là, c'était le ministre Amani Nguessan qui était à la Défense. Il a dit que tout ministre de la Défense qui prenait fonction, et même qui gérait et régissait l'armée, même aussi, il fait pouvoir aussi, pas d'ingérence, mais de pouvoir, il avait son mot à dire dans la gestion aussi, l'administration du GPP, puisque si besoin il était, pouvait demander à ce que les éléments du GPP soient mis à disposition des forces de défense et de sécurité. Le ministre de la Défense savait. Et comme je l'ai expliqué, lorsqu'il y a eu même des dissensions au sein du GPP, il a fallu qu'il tranche afin que chauffouré là en tout cas. Vous nous avez mentionné en effet hier une rencontre au mois de février 2009. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres, donc à partir de septembre 2010, avec le ministre Amani Nguessan? Oui, il y avait des rencontres, différents chefs de différents mouvements. Il faut dire que déjà en 2008, il y a eu une organisation qui a été créée, qui était l'UMAS, l'Union des mouvements d'autodéfense du Sud, puisque officiellement, le GPP était dissous en 2007 officiellement, donc, puisque on n'a pris part au désarmement, donc on ne pouvait pas s'afficher en tant que tel, en tant que GPP. Donc l'UMAS a été créé une sorte d'organisation écran pour pouvoir, en cas de reprises dans la presse ou autre chose de nos activités, ce serait l'UMAS qui devait être l'interface avec une nouvelle organisation, un mouvement d'autodéfense, qui est né en 2008, et qui devait prendre l'aval de la responsabilité de ces activités-là. Qui était à la tête de l'UMAS? À la tête de l'UMAS, c'était M. Jimmy Willy. Jimmy, c'est J, 2M, Y, B, I, 2 L, Y. Et donc, si j'ai bien compris, c'est cet individu-là, M. Jimmy Willy, qui s'entretenait avec le ministre de la Défense? C'est-à-dire que l'UMAS a été créé, puisque, comme je dis, à part le GPP, il y avait des annexes qui ont été créées, que ce soit le secrétaire à la tête de ces unités-là n'était pas sous l'autorité de, ne pas être sous l'autorité de Boiseau, bien que c'était les anciens membres du GPP, afin de fédérer tous les mouvements d'autodéfense, et aussi plus que officiellement, tous ces mouvements d'autodéfense ont été dissous en 2007 après l'opération du démantèlement des ex-combattements.
des ex-combattants. Et, il fallait voir aussi, puisque officieusement, nous étions toujours en place, nous étions toujours dans nos différentes positions. Donc, il fallait une autre interface pour faire écran, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on dise dans la presse, le GPP était dissous, mais le GPP continue de faire de mener telle activité, de mener telle activité. Là où ce problème-là se posait, on a dit non, ce n'est pas le GPP, mais c'est l'UMAS. Ça, vous nous l'avez dit, mais la question précise que j'avais à vous demander, c'est est-ce que, donc, M. Jimmy Willy, à la tête de l'UMAS, est-ce qu'il s'entretenait avec Bien le sûr. ministre de la... Oui, oui. C'est Jimmy Willy, que ça, M. Jimmy Willy, que c'est ça, M. Boiseau. Est-ce qu'il y avait une rencontre ou une réunion à laquelle vous étiez présent avec ce ministre? Il a dit, il y a eu, avant de lancer l'opération officiellement, avant le décembre, avant que les éléments puissent entrer dans les différents camps, là, il y a eu une réunion au cabinet du ministère de la Défense. Au cabinet du ministre de la Défense, GMMG. Je n'ai pas assisté à la réunion, mais je me suis rendu avec la garde de Boiseau. Ah, mais je n'ai pas assisté, comme elle dit, je n'avais pas. Je ne ressentais pas ces besoins-là d'assister, puisque quel que soit ce qui allait se passer déjà, j'allais être informé. Et puisque je ne prenais pas souvent à certaines opérations clandestines, donc j'évitais au maximum de m'afficher dans certaines rencontres où il pouvait avoir la presse, on ne sait jamais. Donc, c'est au maximum. D'accord. La fois où vous avez accompagné Boiseau à une telle rencontre, ça a eu lieu où? Au cabinet du ministre de la Défense. Et à Abidjan, où est-ce que ça se trouve? Au plateau. Alors, il y a un moment, vous nous avez mentionné que au mois de décembre, il y a eu un début d'intégration de vos éléments. Alors, je vais juste utiliser les mots que vous avez utilisés. D'accord. Vous avez dit que les éléments puissent entrer dans les différents camps. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment? Comment a eu lieu cette intégration? D'abord, il y a eu des visites médicales. Visites médicales faites à l'hôpital militaire d'Abidjan. Et à l'ancien camp d'Akodo qui abrite le commandement des forces terrestres. Et après cette visite médicale, les éléments qui ont été jugés aptes au service militaire ont ensuite été, après formation, attachés dans différentes unités, dont le premier bâtiment parachutiste, bâtiment blindé, bâtiment d'artillerie sol, d'artillerie sol-air. Alors, deux clarifications pour les notes sténographiques, les interprètes n'ont pas bien entendu. Tout à l'heure, vous avez dit il ne fallait pas dire dans la presse le GPP est dissous. On a dit que ce n'est pas le GPP, mais c'est UMAS. Est-ce que vous pouvez répéter cette partie de votre réponse lentement? Mais enfin, ce que je disais, c'est que au cas où nous devrions mener des opérations et qu'il y ait
pourrait être repris dans la presse. La presse pouvait, principalement la presse de l'opposition, pouvait dire que malgré l'opération de désarmement et de démobilisation qui s'était effectuée à Kouedo, pourquoi est-ce que le GPP continuait de monter, faire des barrages autour de les camps, par exemple, monter des gardes avec des Kalachnikov. Donc, au cas où ces problèmes-là se posaient, on répondrait alors que il ne s'agit pas du GPP, mais il s'agit de l'UMAS qui est né après le désarmement qui s'est fait en 2007, donc dont la création était postérieure au désarmement, donc c'est légitime. Juste pour les notes, c'était à la page 11, ligne 23. OK. Alors, on retourne maintenant à cette intégration. Vous avez mentionné plusieurs éléments, en fait plusieurs camps. D'accord. Alors, vous avez mentionné le premier bataillon de commando parachutiste, le premier BCP, c'est ça? Oui. Vous avez mentionné le bataillon sol-air, donc la BASA, c'est ça? Le bataillon d'artillerie sol-air. Ouais. Et le bataillon blindé. Ça, le bataillon blindé appartenait à quelle unité ou organisation? Le bataillon blindé, comme son nom l'indique, c'est le bataillon blindé militaire qui est basé au nouveau camp d'Akodo. Alors, là, vous venez de nous mentionner 3 unités de l'armée. Hein. Est-ce qu'il y a eu aussi une intégration au sein d'autres organisations comme la police ou la gendarmerie? Ce recrutement-là était uniquement que pour l'armée, donc militaire, et pas condition de recrutement, pas fait cas de mention d'avoir de VPC, parce que pour entrer dans la gendarmerie ou à la police, il fallait absolument le VPC. Là, c'est que la condition au niveau intellectuel, il fallait avoir au moins le CEP, qui s'obtenait en classe de CM2. C'est bien plus tard qu'il y a eu une autre décision qui avait demandé l'intégration des éléments, parce qu'après il y a eu des détachements, mais je pense que c'est arrivé. Et juste pour clôturer là-dessus, quand vous Could dites bien- you, excuse me, Monsieur le Président, excusez-moi d'interrompre. Est-ce que vous pourriez ralentir votre débit, s'il vous plaît, et essayer de mieux prononcer de manière plus claire tout ce que vous dites? Merci beaucoup. Monsieur le procureur. Ouais, on prend notre temps. On n'a pas à faire la course. Donc, si on revient sur la dernière réponse que vous nous avez donnée, juste pour clôturer là-dessus, vous avez dit plus tard, il y a eu une décision qui est venue pour intégrer ces éléments dans d'autres organisations. C'était quand dans le temps? Cette décision-là a été prise. Nous avons eu connaissance de cette décision-là au mois de mars 2011. À partir de février, c'est-à-dire on avait des éléments de l'unité qu'on avait commencé à mettre en place, la Légion ivoirienne de sécurité, avec 12 éléments encore du GPP.
été détaché dans la base de la CRS-1, la compagnie républicaine de sécurité policière, qui est basée à Djamé-Williamsville, dans certains commissariats pour aider ces forces-là à sécuriser leurs installations. Par la suite, un des éléments aussi est la résidence du président de la République et aussi au palais présidentiel. Ces éléments qui étaient dans ces différentes bases-là, ce que ça avait fait vraiment montre de abnégation, en tout cas au travail, a vraiment aussi vraiment fait aussi preuve de loyauté envers le pouvoir, en tout cas. Et maintenant, vraiment, la confiance est installée et compte tenu aussi qu'il y avait des FDS qui, soit pour cause d'impartialité ou bien soit parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce combat là, avaient déserté les différentes bases. Ces éléments-là avaient pris leur place dans ces différentes unités-là, devraient être intégrés sur la base de leur niveau d'études, ou soit ils allaient être reversés dans une unité militaire. Cette décision a été prise plus tard. Maintenant, à l'approche des élections au mois d'octobre, vous avez le premier tour qui est à la fin, le 28 octobre. Donc, à partir de cette période-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était la relation entre le GPP, son leadership, M. Boiseau, et la Galaxie patriotique? À cette période-là, que je l'ai dit d'abord auparavant, M. Boiseau est un militant du FPI. Déjà, déjà politique, déjà au niveau d'Adjamé, plus précisément 220, puisqu'il y avait un bureau de vote à côté de notre base dans l'école primaire. M. Boiseau était d'abord impliqué dans la campagne lorsqu'il y avait des pays dans la commune. Il était associé à l'organisation et déjà nous on avait reçu des instructions de faire, le cas de nos renseignements, de faire du repérage des endroits où c'était responsable du RHDP faisait des réunions, vérifier aussi dans nos différentes zones quels sont les nouveaux arrivants dans l'habitation partenaire aux militants RHDP, vérifier s'il y avait des nouvelles personnes qui affluaient. Il y a toutes ces opérations qui se faisaient. Et aussi, il y avait des éléments du camp du Yopougon Sable. Et en renfort, c'est la garde de la résidence de M. Chablé Goudé. C'était lorsqu'il a été nommé ministre après les élections. Mr. President, I'm sorry. Monsieur
Maître Knops, Monsieur le Président, je suis désolée. J'ai écouté les questions posées par l'accusation et les réponses données par le témoin ces 2 dernières minutes. Le témoin fait un exposé et nous ne savons pas s'il s'agit de son opinion ou bien s'il s'agit de faits qu'il a pu voir personnellement ou entendre. Et comme on l'a déjà dit précédemment, ici dans cette salle d'audience, avec ce témoin, le témoin n'est pas un expert. Nous ne savons pas, la Chambre ne sait pas quel est le fondement de tous ces éléments d'information dont dispose soi-disant le témoin. Cela fait 10 minutes que nous écoutons son exposé et nous ne savons pas du tout s'il s'agit d'informations qu'il a entendues ou qu'il a assemblées, des hypothèses que le témoin a pu former, etc., etc. De manière à préparer notre interrogatoire, je pense qu'il est vital pour la défense de savoir quel est le fondement de ces informations. Sinon, la défense va être obligée, dans son contre-interrogatoire, de passer en revue toutes ces déclarations, ces allégations du témoin, chaque fois pour demander le fondement de tout cela. Ma requête à la Chambre est de donner instruction à l'accusation, bon c'est peut-être un mot un peu trop dur, disons de recommander que après que l'information ait été donnée par le témoin, eh bien que l'on établisse le fondement de ces informations. Finalement, s'il s'agit simplement d'une opinion de la part du témoin, eh bien il faut que la Cour soit bien informé de cela. Il faut respecter le protocole à cet égard. De manière à éviter à chaque fois une interruption par la défense, je pense que cela accélérerait la procédure si l'accusation, chaque fois, demandait le fondement. Le président, monsieur le procureur, monsieur de Mirjan, eh bien, je crois que cela accélérerait la procédure si nous n'avions pas à chaque fois des objections sans fondement. Je pose des questions, je demande aux témoins les sources de ces informations. Nous perdons du temps. À ce stade, il est tout à fait injuste de présenter ce genre d'objection parce que le Conseil sait que j'ai passé 2 jours à poser des questions et chaque fois, je fais l'objet de davantage d'interruptions. Le président est bien... Le procureur a raison, je veux dire, il a toujours demandé d'où venaient ces informations et je pense qu'on a toujours demandé également quelle était sa position à l'intérieur de l'organisation. Ceci est pris en considération. Je demanderai au procureur de continuer son interrogatoire, bien entendu, en vérifiant toujours la source de l'information. Merci. Très bien. Monsieur le témoin, j'aimerais revenir sur un élément de réponse que vous venez de nous donner. Vous venez de nous dire que certains de vos éléments étaient partis en renfort pour renforcer la résidence de M. Charles Blé Goudet. Vous nous avez dit que c'était après les élections. Combien d'éléments avaient été envoyés? Comment le savez-vous? Et si vous pouvez nous donner leur nom aussi. Et il y avait 3 éléments qui avaient été désignés. Il y avait Oulaï Franck, Yoyabi, il y avait, lui, j'ai pas, c'est son sobriquet, c'était un capitaine du camp de Yopougon-Sab. Les éléments, lorsqu'ils ont été détachés sur instruction de Boiseau, et j'ai appelé le commandant du camp afin de s'en occuper. C'est les 3 éléments qui ont été désignés, 3 éléments dont j'ai parlé.
Et pour combien de temps est-ce que vous avez désigné ces éléments en tant que renfort? Ces éléments-là montaient là de la résidence du ministre Chablé Goudé parce que les affrontements vraiment commencent. Là, plus, euh, j'ai plus eu de retour par rapport à ce qui se passait. Et cette période-là, c'était un peu fragile. Les personnalités de la République vraiment, avaient quand même prenaient des mesures de sécurité vraiment élevées. Donc, souvent, certaines allaient se cacher incognito chez des parents ou amis. Donc, là, j'ai pas eu là-dessus. Alors, vous avez mentionné Oulay Franck. Le nom est bien inscrit ici, mais le deuxième nom n'a pas été... Yoyabi, alias Tête en feu. Pouvez-vous appeler Yoyabi? Yoyabi, c'est Y-O-Y-A-B, c'est B-I. Et lorsque je vous ai demandé pour quelle période de temps, vous nous avez dit lorsque les affrontements vraiment ont commencé. Pouvez-vous nous donner un petit un temps, un mois peut-être? J'ai plus de 2 mois puisque les affrontements, proprement dit, à Yopougon, c'était au mois de mars. Les affrontements vraiment débutants à Yopougon sont au mois de mars lorsque les forces républicaines ont essayé de percer le dispositif sécuritaire de corridor de GESCO à Yopougon. D'accord. I don't know in French, but in Président, je ne sais pas en français, mais en anglais, ça n'a pas été repris. Lorsque nous avons essayé de passer au-delà de la sécurité, Que ça a vraiment débuté à Yopougon au mois de mars, parce que les forces qu'on a essayé de percer et continuer là-dessus parce que ça n'a pas été. Lorsque les forces républicaines Côte d'Ivoire, les FRC, ont essayé de passer dispositif de sécurité mis en place par les forces conjointes des forces de défense et de sécurité et de nos éléments, corridor de GESCO, situé dans la commune de Yopougon. Et c'était au mois de mars 2011, pardon. Très bien. Is that clear, Your Honor? Yeah. Monsieur Demirja, est-ce que c'est clair, Monsieur le Président? Sur lequel j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu. Vous avez mentionné hier que suite à un message qui vous a été passé par Monsieur Aoua Stallone, vous avez formé un certain nombre de jeunes. Est-ce que vous aviez aussi participé à la formation d'éléments, que ce soit pour la sécurité de certains ministres ou pour leurs propres besoins? De ces éléments-là, comme je l'ai dit, il y avait le ministre Alain Dougou qui avait demandé à ce qu'on mette en place une unité spéciale. On avait baptisé Légion ivoirienne de sécurité. Et on avait déjà commencé avec 50 éléments sur l'instruction qu'il nous avait donnée.
sur le volet avec certains critères quand même. Vraiment qu'ils ne doivent pas faire l'état de... doit se porter vraiment garant de la probité. Juste un instant. Ça, vous nous en avez parlé hier. Est-ce qu'il y avait d'autres ministres ou d'autres personnalités politiques de ce type? On a eu à former des éléments pour Bongouanou. Le commandant de Bongouanou, Abi Adjei, qui lui est proche du président Afin-Guessan. Donc, sur ces instructions, il a demandé, quand je dis il a demandé, je parle du président Afin-Guessan, a demandé à ce que les éléments soient formés, les jeunes de sa localité, Bongouanou, puissent être initiés au maniement des armes afin, au cas échéant, de pouvoir faire face à la rébellion armée et pourrait chercher à s'installer dans sa localité. Et il y avait d'autres personnalités. Il y a eu d'autres personnalités. M. Sergent Niro, qui est dans ma région d'Abou, demande aussi à ce que les jeunes aussi vraiment se mettent aussi, pas aussi formés, afin aussi de faire des mesures qui prenaient mesures personnelles afin de pouvoir s'assurer que les régions ne subissent pas la rébellion au cas où passer les accords politiques qu'ils avaient signés et chercher à rentrer à la force à Abidjan. Il y a eu aussi avec le ministre Assoadou à Bengourou. On envoie aussi des éléments là-bas aussi pour s'occuper de la formation, ainsi qu'à Niablé. Si. Quand je parle de ces personnalités, les éléments d'abord, le transport et la nourriture, l'hébergement des éléments qui se sont rendus dans ces différentes localités pour s'occuper de la formation étaient à leur charge. Aussi, au Gagnois, il y a le ministre Kadé Bertin aussi qui a demandé à Zagbayou de former des jeunes. « 300 jeunes et formés là-bas. C'était la ville natale, la ville président de la République. Et forcément, s'il y avait la rébellion qui arrivait, il allait vraiment y avoir vraiment beaucoup d'événements fâcheux. Donc, il fallait vraiment prendre là-bas, s'assurer vraiment d'un grand nombre, d'un grand effectif, vraiment soit formé, apte à combattre les armes. Nous reviendrons sur les noms, mais juste avant, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous avez appris que ces personnalités politiques vous ont fait ce genre de demande? Ils sont en contact avec Boiseau, puisque c'est moi qui avait la charge en cette période-là du volet militaire. Et d'abord, les commandants en zone-là, informés, et qui s'organisent avec les officiers qui étaient à la base, avec les commandants d'Abidjan, détacher des éléments qui allaient assister à la formation des jeunes. Alors, le premier nom que vous aviez mentionné, c'était le commandant Abi Adjei. Est-ce que vous pourriez nous l'épeler, s'il vous plaît?
Abi, c'est ABI. Adjei, c'est ABJE et I tréma. Vous avez mentionné Serge Agniero. Pouvez-vous épeler Agniero? Numéro, c'est AGNERO. Vous avez dit qu'il était dans ma région à Dabou, Dabou. Pouvez-vous l'épeler aussi? Dabou. Dabou, oui. c'est D, B, D'accord. Et OK. Vous avez dit qu'il y avait aussi un appel au niveau de Gagnoa. Il y avait le ministre Cadet-Bertin qui a demandé à Zach Bayou de former des jeunes là-bas. Alors tout d'abord, vous avez dit qu'il y avait un nombre de 300 jeunes. OK. Est-ce que ces jeunes étaient armés lors de la formation, je veux dire? lors de la formation, pas armé, mais comme je l'ai dit, on est à démonter et différentes postures de tir, aussi le déplacement tactique, c'est aussi la communication, le langage de transmission et militaire. C'est par la suite qu'ils ont reçu des armes, une centaine de Kalachnikov, qui avaient été envoyés sur Gagnoa. Savez-vous comment ils ont été convoyés à Gagnoa et par qui? C'est Zaguayou qui il faisait partie des convoyeurs. Les armes ont été mises à disposition par le ministre Cadet-Bertin. Et comment avez-vous appris ça? Comme je l'ai dit, lorsque les éléments de Gagnoa, c'est la Cocotaï, quand ces éléments-là ont été formés, il y a eu le retour, on savait que bon, la formation initiale avait pris fin et ils m'ont informé que les dotations avaient été acheminées. Donc, que la zone est pourvue de combattants. Ouais, pas de nécessité et les forces de défense et de sécurité présentes dans cette ville. Hier, vous nous aviez mentionné Zach Bayou en tant que formateur en 2003. Quel était son rôle à cette époque-là, en 2010? Zach Bayou, bien qu'étant de l'armée régulière, était aussi avec le galon de colonel au GPP. C'est pas sa fonction de soldat ni de l'armée régulière. Donc, il n'est pas toujours disponible en tant que tel, mais c'était l'un des commandants. Et il était beaucoup respecté par tous les éléments, quelque bord que ce soit, au GPP, d'autres mouvements, de défense. Il a formé en tout cas. Très bien. Alors, je close ce sujet. On passe au deuxième tour des élections. Dans votre quartier, donc vous étiez toujours basé à Adjamé. Pouvez-vous confirmer parce que on n'a pas entendu Oui, votre j'étais à réponse. Adjamé. Pouvez-vous nous dire comment s'est déroulé ce vote du deuxième tour?
dans votre commune? Au deuxième tour, quand même, on a connu quelques incidents mineurs. Il y a eu au deuxième tour, lors d'un rassemblement RHDP, bon, je ne sais pas c'était de quel parti, voilà pourquoi j'ai préféré dire RHDP, parce que je ne sais pas si c'était quel parti du RHDP c'était. Venu se rassembler au stade. Parce que nous avions à ce moment-là l'instruction de ne laisser aucun parti d'opposition venir faire des rassemblements au stade de la force qui était juste à côté de notre base. Parce qu'ils sont venus se rassembler. Avant de demander de quitter les lieux, et suite à leur refus d'obtempérer, un tir en l'air. Et bon, il y a eu des bandades et tous ils ont quitté les lieux. À ça même, il y a le commandant du district qui m'a suite à la plainte du commissaire du 7e arrondissement. C'était plein parce que le commissaire s'était plaint. Il a dit que je n'avais pas de compte à lui. J'ai reçu des instructions. Que se plaignent, c'est supérieur, mais moi je n'ai pas de compte à lui rendre cette mission. Vos instructions comme quoi les marches d'opposition ne pouvaient pas faire de rassemblement, ça venait d'où ces instructions-là? L'oiseau avait fait passer le message, mais moi particulièrement, au deuxième tour, j'avais rencontré Jean-Yves Dibopiu, qui était l'un des leaders de la Galaxie patriotique. C'est quand même un point différent endroits où se rassemblaient les membres du RHDP pour des réunions soit officielles, soit officieuses, mais en tout cas, les différents points, leur domicile et des maisons qui étaient suspectées, abritées, des éléments de forces nouvelles qui étaient infiltrés. Déjà, j'ai rencontré quartier de Faya. Faya, c'est F-A-Y-A. Une buvette. J'ai rencontré avec des responsables aussi, des commandants de FLGO qui étaient à Abidjan. À combien de reprises est-ce que vous aviez rencontré M. Dibopiu? J'ai rencontré 2 fois. Où on a discuté de la marche à suivre. Et une fois aussi, on a fait puisqu'on ne pouvait pas, ces informations ne pouvaient pas être données au téléphone. Soit Juste pour la période de temps, vous nous avez dit tout à l'heure que au deuxième tour, j'avais rencontré M. Jean-Yves Dibopiu. Là, vous me dites que vous l'avez rencontré 2 fois. Alors, quand était la première et la deuxième fois? la première fois, c'était avant le deuxième tour. C'était avant le premier tour même, avant que les élections,
l'élection du premier tour se déroule. Et là on devait suivre les mouvements, les gestes des responsables du RHDP dans la commune et s'assurer aussi de leur domicile, de savoir s'il y avait des individus suspects qui venaient nouvellement habiter à leur domicile. Ces informations-là qu'on devait planer sur le terrain. Vous dites on devait suivre les mouvements des responsables du RHDP. Alors, précisément, qui vous a demandé de suivre leurs mouvements? Parce que moi, comme j'ai dit, il a dit que Boiseau avait laissé des instructions. Et que moi, personnellement, j'avais rencontré M. Dibopé qui m'avait instruit à ce sujet. Les informations, lui, il devait les transmettre à M. Chablé-Goudé. Il faisait partie aussi de la classe patriotique. Et c'était M. Chablé-Goudé. Qui vous a dit qu'il devait les retransmettre à M. Charles Blégoudet? Dibopé, Jean-Yves Dibopé. Tout à l'heure, vous nous avez dit que Boiseau vous avait fait passer cette instruction-là. Est-ce qu'il vous a dit d'où venait cette instruction, comme quoi le RHDP ne pouvait pas se rassembler? Lui n'a pas directement posé cette question. Parce que dans cette période-là, il y avait des prédispositions déjà qu'on avait pour sécuriser dans nos bases déjà. Mais aussi, puisque moi, on dit par la suite, j'avais rencontré Dibopé. Donc, c'est-à-dire que c'était déjà, je savais déjà que c'était des mesures de prévention, ça peut être politique même. Parce que moi, j'avais déjà rencontré M. Dibopé, donc je savais que c'était vraiment décision. On en disait, bon, dans notre jargon, on disait le réseau. Bon, c'est le réseau qui a demandé ça ou bien. Bon, mais certaines personnes ou par exemple. Mais c'était déjà le réseau, puisque j'avais déjà rencontré du BP qui avait en même temps aussi confirmé aussi ces gens d'instruction. Donc, je pense que je n'avais pas encore besoin de lui poser la question. Et comme j'ai aussi dit, poser la question, c'était pas trop dans l'habitude. C'est le grand chef qui a donné une instruction. Il sait qu'il est en contact direct avec l'autorité. Si c'est de lui-même sa propre personne, c'est à lui que les comptes seront demandés. Donc, il est responsable de l'instruction. Donc, il n'a pas à lui